Je te propose de plonger directement dans le cœur du sujet. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'olfaction. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu le fonctionnement du système olfactif et comment est-ce qu'il peut être lié à d'autres sens comme le goût? Ouais, très bien. Et ben, donc effectivement, pendant ma thèse, j'ai dû travailler avec ce système olfactif particulièrement. Pourquoi? Parce que le titre de ma thèse grand public, c'était, «Le système olfactif, une porte d'entrée pour apaiser le corps et l'esprit». Hem, donc on a parlé de système olfactif et donc premièrement, oui, qu'est-ce que c'est que le système olfactif? Donc le système olfactif, il y a plein de moyens de le définir. On pourrait dire que c'est, parmi c'est un de nos «sens» entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'on décrit tout un tas de sens, donc de façons dont le système nerveux a de percevoir notre environnement et donc parmi tous ces moyens de perception, il y a certains systèmes, dont le système olfactif qui, lui, est dédié à la perception de notre environnement chimique. Et donc nos syst il le fait par cet organe sensoriel qui est la muqueuse olfactive, en tout cas en première porte d'entrée. Donc chez nous humains, cette muqueuse olfactive, c'est une couche de cellules, même plusieurs couches de cellules, qui tapissent le sommet de nos cavités nasales. Donc c'est-à-dire qu'on connaît notre nez. Notre nez, c'est à l'intérieur, on y accède par nos narines et donc si on mettait une petite caméra pour voir ce qui se passe dedans, on verrait des cavités et au sommet de ces cavités, alors il y aurait un petit labyrinthe à traverser pour atteindre le fin fond des cavités nasales et au niveau du sommet du toit des cavités nasales, on trouverait la muqueuse olfactive. Et donc l'idée, c'est que la muqueuse olfactive, elle serait rien sans la respiration, déjà. Et ça, c'est assez important à admettre. C'est que les molécules olfactives, donc ces informations chimiques qui viennent informer notre système olfactif, sont mis en mouvement par le courant d'air respiratoire et notamment à chaque inspiration, ben, on vient échantillonner notre environnement olfactif. Donc on imagine des molécules qui sont dans l'air, donc des molécules qui sont aéroportées, qu'on vient faire rentrer par notre inspiration dans nos cavités nasales. Et là, pour certaines, et évidemment pas toutes, même une minorité, il y en a qui arrivent jusqu'au sommet de nos cavités nasales, tout proche de notre muqueuse olfactive. Et là, pour certaines, il y en a qui vont venir se faire agglutiner dans notre mucus, donc c'est-à-dire un espèce de liquide sécrété par nos cellules. Et à l'intérieur de ce mucus, au sommet de nos cavités nasales, donc juste devant, en regard de notre muqueuse olfactive, il y a de certaines protéines, euh, qui permettent qui sont préformées pour se lier particulièrement à des molécules chimiques, olfactives, aéroportées, et à potentiel olfactif. Et donc ces molécules odorantes, une fois qu'elles sont liées aux protéines, bah, elles vont se faire transporter jusqu'à euh, un récepteur olfactif qui, pareil, un complexe de protéines qui sont sur la membrane d'une certaine cellule qui est le neurone olfactif. Donc le neurone olfactif porte tout un tas de récepteurs olfactifs prêts à recevoir une information de molécules odorantes. Et donc cette information, en fait, c'est vraiment le neurone olfactif qui va l'initier, parce qu'il est sensible à certaines molécules odorantes et pas à d'autres. Et donc, une fois qu'il y a fixation d'une molécule odorante qui permet de l'activer, ce neurone olfactif, alors ça va, comment dire, ça va changer ce qu'on appelle le potentiel électrochimique de ce neurone, c'est-à-dire que dans toutes nos cellules, il y a des ions, c'est-à-dire des molécules chargées électriquement, et il y a une différence de concentration de ces ions entre l'extérieur et l'intérieur de nos cellules. Donc ça donne lieu à ce qu'on appelle un potentiel électrochimique parce qu'il y a une différence de ce potentiel justement. Et donc une fixation d'une molécule sur un récepteur olfactif va
activer le neurone via justement l'ouverture de certains canaux ioniques qui vont annuler ces différences de potentiel. Ça va donner en gros le message d'une activation du neurone olfactif, mais en fait de plein de neurones olfactifs en même temps, en fonction des molécules odorantes qui se présentent. Et là, ça va envoyer tout un tas de messages électriques pour le coup. Donc, ça veut dire qu'il y a une transduction d'un signal chimique vers un signal électrique, en vrai électrochimique. Et donc, ces informations électriques vont partir de nos neurones olfactifs qui sont au niveau d'un muqueuse olfactif vers notre bulbe olfactif. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ces activités de neurones unitaires qu'on appelle d'ailleurs des potentiels d'action qui vont traverser en l'occurrence une petite paroi osseuse qu'on a au sommet de nos cavités nasales qu'on appelle la lame criblée de l'ethmoïde. Pourquoi? Parce que c'est une lame d'os qui est criblée de trous qui appartient à l'os ethmoïde. Et donc, il y a tout un tas de filets nerveux qui constituent d'ailleurs ce qu'on appelle la première paire crânienne, parmi nos 12 paires crâniennes. Et de là, hop, ça va envoyer un message au niveau de notre bulbe olfactif, qui lui, c'est comme une espèce de petite boule qui est assez petite, hein, moins d'un centimètre de diamètre. On en a une de chaque côté, c'est-à-dire à droite et à gauche, juste au-dessus finalement du coup de nos cavités nasales, mais à l'intérieur de notre cavité crânienne. Ce bulbe olfactif a déjà réorganisé l'information qu'il reçoit pour commencer à faire du tri, en quelque sorte. Trier l'idée que, ok, les informations chimiques qui me sont arrivées, elles sont constituées de plusieurs natures en termes de composition, enfin de nature moléculaire, nature chimique moléculaire, etc. Ça commence à faire un tri de l'information. Et puis, ça va donc, ce qu'on appelle les informations vont faire synapse, c'est-à-dire qu'il va y avoir une synapse, donc un lieu de échange d'informations entre un neurone, donc le premier neurone, c'est-à-dire le neurone olfactif, et le deuxième neurone, qui sont, par exemple, souvent dans le bulbe olfactif, des neurones qu'on appelle des cellules mitrales. Et donc, ces cellules-là, au niveau du bulbe olfactif, vont trier l'information reçue de la part des neurones olfactifs et la réémettre euh, via ce qu'on appelle les tractus olfactifs. Donc, c'est cette espèce de cordon nerveux qui fait le lien entre le bulbe olfactif et qui chemine le long de la base antérieure de notre crâne jusqu'à notre cortex olfactif primaire. Donc, en plein centre de notre cerveau, on a un cortex olfactif primaire. Donc, cortex, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau est pas partout, mais sur certaines portions, organisé en couches. Donc, c'est-à-dire avec une zone de substance blanche où il y a en fait les axones de nos neurones, donc c'est les lieux de voyage des potentiels d'action. Et puis des endroits où il y a le centre de traitement des informations, en quelque sorte, de nos neurones, que sont les corps cellulaires. Et donc ces corps cellulaires, ils sont regroupés au niveau de la substance grise qui est dans la superficie de notre cerveau. Et donc cette couche externe, on appelle ça le cortex cérébral. Et donc sur notre cortex cérébral, il y a tout un tas, on peut y attribuer à ce cortex des fonctions en fonction de où se trouve ce cortex. Et donc, il y a une zone de notre cortex qui est dédiée au traitement de l'olfaction, en tout cas des informations primaires de notre bulbe olfactif, qu'on appelle le cortex olfactif primaire, qui du coup, par définition, reçoit des projections de neurones qui viennent du bulbe olfactif. Et là, ce qui est super intéressant avec l'olfaction, c'est que ce cortex olfactif, il est très proche, voire contigu avec des zones qu'on appelle, enfin en tout cas des zones cérébrales appartenant au système limbique. Le système limbique, c'est un système qui évolutivement a une évolution dans le temps qui a été très intéressante au fil des espèces, au fil du temps. Mais en tout cas, c'est ce système qui, à l'heure actuelle, permet d'encoder de l'information dans le temps. Ça veut dire créer des souvenirs, et surtout associer des ressentis
donc des émotions à ces souvenirs. Et donc notre système olfactif projette directement ces informations au niveau du système limbique. Euh, et de fait, il y a, si on regarde un cerveau humain par en dessous, et d'ailleurs un cerveau d'autres animaux, on va voir que si on cherche les zones de cortex olfactif et si on cherche les zones qu'on attribue au système limbique, on verra que des fois c'est indissociable. Et donc ça donne à l'intuition l'idée que mm, nos, les molécules odorantes évoquent des odeurs, et donc l'odeur, si on peut, il faut, enfin, si on veut être rigoureux, on fait la différence entre la notion de molécules odorantes et odeur, dans le sens où les molécules odorantes, c'est les molécules qui se déplacent, alors que l'odeur, c'est notre perception. C'est-à-dire que des molécules odorantes peuvent rester inertes finalement par rapport à un système olfactif et ne pas évoquer d'odeur. Et donc l'odeur, finalement, c'est un tout sensoriel que notre cerveau construit à partir de OK, cette odeur, elle a une certaine nature, entre guillemets, et surtout une certaine valence, je l'aime pas, une certaine familiarité, je m'en souviens pas. Et donc tout ça, ça constitue ce qu'on appelle l'odeur. C'est notre percepte sensoriel de ce stimulus, enfin, secondaire à ce stimulus chimique. Et donc ce percepte sensoriel dans lequel l'olfaction, il est directement, ou en tout cas très directement, associé à des souvenirs et à des émotions. Et d'où des, des faits de littérature assez connus, tels que le principe de la Madeleine de Proust, par exemple, où une odeur est rattachée à un souvenir qui est lui-même rattaché à une émotion. Et donc, c'est particulièrement vrai pour l'olfaction, grâce justement à ce lien inextricable, anatomique, entre zones dédiées à l'olfaction et zones dédiées au traitement de nos émotions et de nos souvenirs, c'est-à-dire le système limbique. Voilà dans les grandes lignes le fonctionnement du système olfactif. Bah, merci d'avoir réussi à rendre ça clair parce que c'est vraiment pas évident, je pense, à vulgariser dans les détails. Et ben de rien. Et je voulais savoir quelle catégorie de molécules est-ce qu'on est capable de percevoir. Est-ce que, bah, par exemple, on entend souvent parler des phéromones, mais est-ce que c'est vrai qu'on arrive à les percevoir? Et justement, est-ce qu'il y a un changement entre le fait que l'on perçoive une odeur consciemment ou est-ce que l'on peut percevoir des odeurs inconsciemment, juste ne pas avoir la perception consciente qui vient avec l'odeur, malgré le fait qu'on ait eu la molécule odorante qui a été perçue, enfin qui a été comptabilisée dans le système nerveux? Ouais, alors super question, hyper intéressante. Donc déjà, quel type de molécules est-on capable de percevoir? Alors déjà, premièrement, pour répondre, je pense que c'est assez logique que pour répondre à cette question, il faut se poser la question de quelles molécules sont-elles capables d'arriver à notre muqueuse olfactive. Donc c'est déjà, ça veut dire que ces molécules, il faut qu'elles soient transportables, entre guillemets, dans l'air. Donc aéroportées. Donc déjà, enfin pour nous, en tout cas, humains, mammifères, qui vivons dans l'air. Mais il y a d'autres vertébrés ou animaux, globalement, qui vivent dans l'eau. Et donc, déjà, première chose, voilà, il y a des molécules qui sont solubles dans l'eau et qui ne sont pas solubles dans l'air, et des molécules qui sont solubles dans l'air et pas solubles dans l'eau. Ça parce qu'elles ont des propriétés physico-chimiques qui le permettent. Et donc, nous, déjà, on est capable de ressentir des molécules aéroportées. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut qu'elles soient capables de se fixer à nos récepteurs olfactifs, ou en tout cas, il faut qu'on soit équipé en récepteurs olfactifs euh, permettant d'être activé par certaines de ces molécules odorantes aéroportées. Et donc ça dépend donc de notre équipement en récepteur olfactif, ça dépend de où on se place dans l'arbre phylogénique, par exemple. Toutes les espèces d'animaux sont différemment équipées en fonction en termes de récepteurs olfactifs, et ce en fonction de notre cadre de vie et probablement de notre cadre historique de vie également. Et effectivement, on n'a pas les mêmes intérêts à percevoir notre environnement chimique quand on est euh, dans la savane, vs au sommet d'une montagne. Et donc voilà, ça donne lieu à un pool de récepteurs olfactifs qui donne lieu à
aux molécules qui peuvent donner lieu à une activation de nos neurones olfactifs. Euh, et puis enfin, il faut que pour vraiment percevoir une odeur, il faut que certes, il y ait activation de nos neurones olfactifs en conséquence de fixation avec des molécules odorantes, mais il faut que les messages électriques envoyés par nos neurones olfactifs soient suffisamment intéressants pour notre cerveau pour que lui-même évoque un percept sensoriel, une sensation d'odeur. Sinon, ça restera juste des molécules qui se sont fixées sur un récepteur et qui provoqueront rien du tout. Et du coup, ça restera une molécule odorante, mais qui évoque pas forcément, en tout cas à potentiel de fixation sur récepteur, mais qui n'évoque pas forcément d'odeur. Donc voilà, je dirais que c'est ma manière de répondre à la question de quel type de molécules sommes-nous capables de percevoir. Voilà, ça dépend de propriétés physico-chimiques des molécules et de notre passé évolutif en regard de l'intéressement de notre espèce au type de molécules. Pour la question des phéromones, alors les phéromones, c'est un vaste débat. Et donc dans le sens, sommes-nous capables, nous humains, de ressentir ce qu'on appelle des phéromones, en tout cas de faire quelque chose avec ce qu'on appelle les phéromones. Donc les phéromones, déjà la définition elle-même des phéromones est débattue dans la littérature scientifique. Bon, je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais en tout cas, on pourrait parler de molécules odorantes qui peuvent être produites, qui sont produites par des individus et qui ont un potentiel à être perçus par d'autres individus et à modifier leur comportement. Et par comportement, on imagine des comportements d'attachement, voire même des comportements sexuels, etc., etc. En lien justement avec des notions de reproduction, objectifs reproductifs. Sauf que la façon dont, chez des animaux non humains, on peut décrire les phéromones, c'est qu'il y a un système, une sous-partie du système olfactif dédiée à la perception de telles molécules. Chez les mammifères, ou même avant, dans l'évolution des vertébrés, on parle de système voméronasal. Donc on imagine la muqueuse olfactive dont je parlais précédemment, mais une muqueuse olfactive bis, c'est un système avec un bulbe olfactif bis, ce qu'on appelle le système voméronasal, qui se projette anatomiquement à un endroit un peu différent dans la cavité nasale, et même chez d'autres vertébrés, dont il y a certains neurones qui atteignent la bouche, le sommet de la bouche, et ben, il y a ce système voméronasal qui peut exister chez d'autres mammifères et qui a involué dans l'évolution chez qui, je ne saurais pas dire, mais je pense chez les primates non humains. Et donc nous, primates humains, on n'a plus de système voméronasal. Il a involué. Donc on peut là se poser donc ce système voméronasal qui est dédié. Alors ça aussi, c'est une question scientifique, mais dédié justement à la perception de certaines molécules odorantes, en l'occurrence avec des propriétés physico-chimiques particulières, qui, si je me souviens bien, elles sont justement elles ont un poids moléculaire plus gros, d'où le fait qu'elles sont un peu moins aéroportables, entre guillemets, d'où le fait qu'elles peuvent être transmises par contact. Et donc là, l'intuition qu'on peut en avoir, c'est par exemple les serpents. Les serpents, ils ont leur langue qui sortent un peu tout le temps, là, comme ça. Et en fait, avec leur langue, ils viennent justement échantillonner le sol. Et ça sert à quoi? Ça sert à venir prélever sur le sol, donc directement par contact, des molécules avec un gros poids moléculaire et qui vont venir se fixer et qui vont venir eux-mêmes avec leur langue activement fixée sur le système voméronasal au sommet de leur bouche. Et du coup, pour alimenter leur système voméronasal et là percevoir des informations chimiques de OK, là il y a un individu qui d'ailleurs m'intéresse ou m'intéresse pas. Sauf que nous, on n'a plus ça, nous humains, on n'a plus ça. Mais sauf que la question c'est, OK, on n'a plus ce système anatomique, mais peut-être qu'on a encore des récepteurs à ce type de molécules
dans notre système olfactif classique. Mais ça, c'est à débat et il y a des chercheurs qui s'intéressent à ce genre de questions, telles que là, dans le laboratoire, il y a une chercheuse et ses doctorants et doctorantes, une chercheuse qui s'appelle Camille Ferdanzi, qui justement se traite des questions de type la communication émotionnelle par les odeurs, donc à potentiel à être des phéromones ou non, et en ajoutant la question de comment viennent intervenir les parfums, en tout cas des, des molécules odorantes un peu artificielles, exogènes, on pourrait dire, comment devrait bien se faire l'interaction des molécules un peu naturelles, entre guillemets, créées par l'individu lui-même, et des molécules artificielles. Et donc comment tout ça vient troubler ou au contraire augmenter la communication chimique inter-individu, et notamment par exemple la communication d'émotions par notre chimie. Donc voilà, là je suis trop compétent pour aller sur ce sujet, mais il y a des gens tels que Camille Ferdanzi dans le travail au sein même du laboratoire qui sont parfaitement en affinité avec ce genre de questions.